Alors, Jackie Boy, à nouveau. Bonjour Pierre, Harry Kane au Bayern, bon choix selon vous. Harry Kane au Bayern, tout dépend de Lévy, le président de Tottenham, qui, comme chacun sait, est un joyeux cinglé. Avec un joueur comme Kane, qui est quand même typiquement britannique et qui a toujours fait sa carrière en Première Ligue, il y a évidemment un point d'interrogation pour lui de le voir jouer dans un autre championnat, même si c'est quand même un joueur extrêmement intéressant. Pourquoi pas au Bayern, pourquoi pas à Paris. Je pense que c'est pas encore totalement fini, mais je pense que ça peut être une excellente recrue, surtout que contrairement à Paris, le Bayern a des joueurs de côté très intéressants avec Gnabry et Sané et Musiala en soutien qui peuvent permettre à Kane de bien s'exprimer. Alors, il faut que je fasse mon code pour passer à la prochaine question. Ah, c'est du bricolage, hein. Allez, ça fait 44. Salut Pierre, au vu de l'évolution de l'effectif du PSG depuis 12 ans, des choix sportifs et managériaux débiles de Doha et du départ fâcheux de Jean-Claude Blanc, ça sent un peu le gentil et lent désengagement du Qatar. Et si oui, qui pour reprendre le club? Alors j'ai choisi cette question parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer plusieurs fois et je vois pas honnêtement d'où vous allez chercher que le Qatar se désengagerait du PSG. Je rappelle quand même qu'ils viennent d'ouvrir un centre d'entraînement qui leur a coûté 250 millions, qui sont quand même candidats au rachat du Stade de France, qui cherchent à construire peut-être un nouveau stade, voire à racheter le Parc des Princes. Je veux dire, si tu investis 5 ou 600 millions dans un nouveau stade et que tu en as déjà mis 250 dans un centre d'entraînement, t'es donc pas loin du milliard d'investissement. Je veux dire, pour quelqu'un qui veut se barrer, ça me paraît quand même très cher, quoi. Donc après, il y a effectivement la possibilité que le Qatar rachète le Manchester United, mais bon, je suis pas certain que ce soit le dossier qui est vraiment les faveurs des décideurs mancuniens. Donc voilà quoi. Moi, un désengagement du Qatar, j'y crois pas une seconde. Aurélien me dit « Bonsoir Pierre, 2 questions en une. Qui pour toi peut créer la surprise en Ligue 2 et que penses-tu du rachat des clubs comme Valenciennes ou Dunkerque ?» Des rachats, ponctuellement c'est bien parce que ça permet à des clubs qui étaient quand même en difficulté financière d'avoir un petit peu de quoi respirer. Après, on voit avec le triste exemple de Sochaux que c'est pas toujours le fait d'être racheté qui peut te conférer une aisance et une tranquillité financière. Donc voilà, là aussi c'est au cas par cas. Quant à la Ligue 2 l'année prochaine, c'est sûr qu'elle sera extrêmement serrée, hein, avec Auxerre, avec Bordeaux, avec Saint-Étienne qui va probablement pas rester dans les bas-fonds de la Ligue 2 longtemps, et puis d'autres évidemment. Ça va être assez intéressant à suivre, même si c'est vrai que je reconnais que j'ai du mal à suivre la Ligue 2 vu que je regarde déjà 7 matchs de Ligue 1 par semaine. Alors là, c'est vrai qu'il y a 2 matchs de moins par journée, donc ça va peut-être me permettre de regarder un petit peu plus la Ligue 2 et vous en serez les premiers informés, bien évidemment. Allez hop, on tape le code, Billy, si je le tape pas bien, c'est pas bien non plus. Nageoire. Bonjour Pierre, au vu de la bataille médiatique que mène Aulas, crois-tu à l'implication de ce dernier pour faire sombrer le club, comme révélé par l'équipe? C'est quand même extrêmement problématique. Problématique parce que visiblement Textor l'a fait à l'envers à Aulas. Pour des raisons,
on le sait, divers et variés, notamment le fait qu'Aulas ne voulait pas lâcher grand-chose concernant la gestion sportive de l'équipe. Et puis aussi, je pense que les équipes de Textor ont dû déterrer quelques cadavres financiers au moment où ils ont pris la direction des comptes. Jean-Michel Aulas, évidemment, le prend mal. Le fait que la DNCG ait retoqué le club, et voilà, ça a entraîné des déclarations, enfin une bataille médiatique entre Textor et Aulas et le nouveau président délégué du club. Quelque part, je m'en fous un peu de ces guéguerres médiatiques. Ce qui compte, c'est l'OL. Ce qui compte, c'est l'équipe. Et pour l'instant, et au vu des matchs amicaux, c'est vraiment pas terrible. Et c'est ça qui compte, c'est que le club puisse recruter les joueurs qui ont à l'évidence cruellement manqué l'année dernière. Et malheureusement, ça n'en prend pas le chemin. Lintou me dit « Salut Pierrot, à ton avis, pourquoi Vieira force la défense à 5 alors que ça ne fonctionne pas avec son style de jeu? Un futur passage au 4-3-3 ou 4-4-2 est-il possible si Strasbourg recrute des ailiers ?» Alors c'est évident qu'en l'état actuel des choses, la ligne d'attaque des attaquants de Strasbourg, c'est Dion, Emaga, Motiva et Diallo s'il venait par le plus grand des bonheurs à rester. Donc effectivement, il n'y a pas de joueur de côté et ça ne plaide pas pour un 4-3-3. Ça peut plaider pour un 4-4-2. Je pense que là aussi, pour avoir vu les compos d'équipe de Pat, c'est que pour l'instant, on est plus dans la revue d'effectifs que dans la constitution d'un vrai système. Faut pas oublier non plus que il arrive dans un club qui joue depuis pas mal d'années à 5 derrière. Donc et peut-être que les joueurs, et qu'il sent que les joueurs sont peut-être réfractaires à un changement de système. Donc voilà, je veux dire, j'ai toujours détesté les entraîneurs qui arrivent avec une tactique au chausse-pied et qui l'appliquent dans le club sans tenir compte ni de la vie, ni ni des joueurs qui la composent. Donc faut voir. D'abord, le recrutement n'est pas fini. Est-ce que Gabriel va finir par être prêté? Dans quel cas, c'est vrai que là, pour le coup, il y aura un ailier de haut niveau. Est-ce qu'Ogouchoku va être prêté? Auquel cas, là, c'est vrai qu'il y aura un 6 de haut niveau. Donc, évidemment, ces deux arrivées-là pourraient changer aussi considérablement la donne. Don Matteo, la vente des jeunes joueurs qui sont aussitôt prêtés dans la foulée, exemple Ogouchoku de Rennes, accentue-t-il selon toi le foot business au mépris du sport? Ouais, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer. C'est évident que c'est toujours un peu choquant de mettre 30 millions sur un joueur pour immédiatement le prêter à un autre club, qu'il soit filial ou pas d'ailleurs, parce que là aussi je vois beaucoup de gens qui disent ouais, alors Chelsea fait ce qu'il veut avec ses joueurs avec Strasbourg. On a l'impression qu'il y a que Strasbourg qui se fait prêter des joueurs, alors que c'est une pratique. Regardez le nombre de joueurs qui étaient prêtés à l'OM l'année dernière. Et Marseille est le club filial de personne, donc ça aussi c'est une belle connerie. Voilà. Après, c'est un joueur de 19 ans dans lequel Chelsea a eu un fort potentiel. Donc il faut voir ce que ça va donner. S'il fait un an à Strasbourg et qu'il arrive plus costaud parce qu'il est évidemment qu'il aura un statut beaucoup plus important à Strasbourg qu'il ne l'avait à Rennes, et qu'il arrive plus costaud à Chelsea, tout le monde sera gagnant. Après, c'est de l'investissement, voilà. Est-ce que le foot business, c'est de l'investissement? Oui. Est-ce que c'est méprisable? Pas forcément. Bobo, petit-déj. Putain, vous avez de ces noms, des fois. Bonjour Pierre, faire confiance à Ekitike, qui a une belle marge de progression, est-il pour toi une idée intéressante plutôt que de recruter un grand attaquant? Non. Je suis désolé, on parle du Paris Saint-Germain, qui est un club qui se doit d'être champion et qui se doit
de performer en Ligue des Champions. Et quand je dis performer en Ligue des Champions, c'est plus que de se faire éliminer pratiquement tous les ans en huitième de finale. Tu peux pas partir avec ce projet-là avec Ekitike comme avant-centre. C'est beaucoup trop juste. Fred H. Pierre, Mbappé à Madrid, ça ne fera pas doublon avec Vinicius. Comment, d'après toi, ils pourraient jouer ensemble? Ça ne va pas poser problème. C'est un peu comme si tu me disais, Neymar aime jouer à gauche, Mbappé aime jouer à gauche, ils peuvent pas jouer ensemble. Et je pense qu'ils ont prouvé, malgré toutes les conneries qu'on a pu lire sur les deux et leur soi-disant mésentente, on a pu voir que c'était un des meilleurs duos d'Europe sur le plan offensif. Donc, je pense que Vinicius et Mbappé parlent le même football, qui est basé sur la vitesse et la technique pour les deux. Donc, il est évident que si Mbappé finit au Real, il jouera avant-centre. Maintenant, voilà. De toute façon, je pense que Mbappé avant-centre, c'est une évolution quasi obligatoire dans sa carrière. Je sais que c'est un débat qui revient régulièrement, mais je pense que quoi qu'il arrive, Mbappé finira avant-centre. En plus avec l'âge, enfin quand il aura de l'âge, parce que là il aura 25 ans en décembre, donc on est encore loin du compte. Alors Lord Sinclair m'a demandé hier, que regrettes-tu le plus? Je lui ai demandé de préciser sa question, il m'a dit justement c'est une question générale, dans le domaine pro cela dit, ou perso si tu le sens. Qu'est-ce que je regrette le plus sur le plan professionnel? De ne plus être à l'antenne, de ne plus avoir de contrat de dimension nationale. Ça me paraît évident, même si je dis et je ne répète que je ne ferai à titre personnel aucune démarche pour retrouver un micro. Je mentirais en disant que ça ne me manque pas. Surtout quand j'écoute certains extraits d'émissions et que j'entends des conneries monstrueuses, et que c'est vrai que ça me fait bouillir et que j'aimerais être sur le plateau pour répondre à ça. Voilà, c'est le regret, c'est ce que je vis depuis 2 ans, qui est pour moi profondément injuste. Même si quelque part aujourd'hui mon deuil est fait et que je suis parfaitement heureux à La Baule. En plus ma femme est chef dans un resto depuis 3 semaines, je suis hyper fier d'elle. Et voilà quoi. Et ma vie, j'ai trop payé ça au niveau de ma santé. Et voilà. Et aujourd'hui, mon but principal, c'est de vivre le plus sereinement possible. Et si c'est loin des micros, ce sera loin des micros. Urus me dit, que penses-tu de la façon des joueurs à vouloir partir en bras de fer contre leur club, quitte à faire des interviews de la presse pour pouvoir le quitter, style Nkunku à Saint-Etienne récemment? L'histoire Nkunku, elle a l'air bizarre quand même, parce que visiblement le club avait fait des promesses aux joueurs qui ne tiennent pas. Et ça me permet de remettre ça en perspective avec Mbappé. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un joueur qui respecte le contrat que son club lui a signé, Mbappé, qui veut aller au bout, Mbappé, et un joueur, Nkunku, qui a eu visiblement un bon de sortie qui aujourd'hui lui est retiré, peut-être parce que Saint-Etienne ne retire pas la somme escomptée de ce transfert avec Francfort. Dans tous les cas, il y a un contrat qui engage 2 parties, et quand ce contrat est respecté jusqu'au bout par les 2 parties, personne n'a le droit de se plaindre. C'est mon opinion.